Bonjour à toutes et à tous. Ce cours du management 2 est destiné aux étudiants du deuxième semestre, groupe G et H. Toujours dans le cadre de la définition du processus managérial qui est composé, si vous vous rappelez bien, de 4 étapes. La première qui est la planification, en fait, qui fixe les objectifs à atteindre et met en œuvre les stratégies qui sont adoptées pour les atteindre. Deuxième étape, l'organisation qui fournit le support structurel nécessaire à la réalisation des objectifs. Troisièmement, le choix de style de direction qui décrit comment le pouvoir est exercé pour atteindre les objectifs. Lors de cette séquence, nous allons nous intéresser à la quatrième phase, à savoir le contrôle. C'est une phase durant laquelle le manager vérifie que tous les efforts déployés contribuent à la réalisation des objectifs et détermine si les standards sont atteints. Donc, lors de cette séquence, nous allons évoquer la définition ainsi que l'importance du processus du contrôle. Nous avons présenté les différents types du contrôle et enfin, nous allons détailler le processus. Bien, qu'est-ce qu'on entend par contrôle? En fait, le contrôle, c'est une fonction bien sûr managériale qui se concentre sur le suivi des activités afin de garantir leur conformité aux préconisations de départ. Donc, il vise également à corriger les écarts entre les objectifs et les performances réalisées. Bref, le contrôle, le fait de contrôler, de vérifier, ça vise à s'assurer que les résultats sont conformes aux objectifs. Il s'agit d'un suivi régulier des opérations en cours et pourquoi pas une anticipation de leurs conséquences, ce qui va permettre à notre manager de mettre en œuvre ce qu'on appelle des actions correctives nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. Donc le contrôle est important parce qu'il permet de voir, de déterminer si les objectifs atteints lors de la phase de planification ont été réellement atteints et s'ils étaient atteints comme ils devraient l'être. D'accord? Bien. Donc, les types de contrôle. Il existe généralement 3 types de contrôle. Le premier, appelé le contrôle préventif. Comme son nom l'indique, donc c'est une sorte de prévention. Il est orienté vers l'avenir et conçu pour anticiper le problème. Là, les actions de correction sont prises avant même que les conséquences de certaines décisions aient pu se faire sentir. Deuxième type, le contrôle continu. Donc, comme son l'indique, il intervient pendant le déroulement de l'activité. Troisième type de contrôle, c'est le contrôle rétroactif, ou ce qu'on appelle le contrôle final. C'est celui qu'on trouve généralement dans la majorité des entreprises. Il intervient en aval de l'activité, c'est-à-dire lorsque les résultats sont connus et définitifs et que la correction ne peut porter que sur des nouvelles opérations. Bien. Donc, comment le manager exerce le contrôle? Donc, quelles sont les étapes du processus du contrôle? Alors, une fois que les critères et les normes de performance ont été établis, alors là, j'aimerais bien vous rappeler que dans une entreprise, le terme performance mesure l'adéquation entre les objectifs stratégiques initialement définis et les résultats effectivement atteints. D'accord? C'est l'adéquation entre ce qui a été fixé et ce qui a été réellement réalisé. Donc, le processus de contrôle comprend 3 étapes qu'on va détailler par la suite. La première étape, bien sûr, je dois savoir qu'est-ce que j'ai réalisé, donc mesurer les performances réalisées et le rendement. Par la suite, je compare, c'est normal, ce que j'ai réalisé par rapport à ce que j'ai fixé comme objectif ou comme norme. Et bien sûr, pourquoi je vais comparer? Pour ressortir les écarts et mener ce qu'on appelle des actions correctives. Détaillons, comme je viens de dire, chaque étape. La première étape, la mesure des performances. Donc, pour évaluer les performances réalisées, le manager doit disposer d'informations précises. Généralement, la mesure de performance exploite 4 sources d'informations principales. Donc, je dois avoir des infos, des critères. La première source d'information, c'est l'observation personnelle. D'accord? Et ça procure une information, comme on dit, de première main. C'est une information qui n'a pas été filtrée par les autres.
D'accord? C'est une observation directe par le manager lui-même. Par exemple, il s'invite sur le lieu de travail, il dialogue directement avec ses employés. Donc, ces actions-là peuvent lui permettre de détecter certaines omissions, par exemple, des anomalies dans le travail. D'accord? Deuxième source d'information, les rapports statistiques. Donc, des rapports qui contiennent, comme son nom l'indique, statistiques. Donc, des données chiffrées, des graphiques, des histogrammes ou d'autres formes de présentation numérique que le manager peut utiliser pour évaluer la performance, évolution du chiffre d'affaires, évolution de la part de marché, par exemple. Alors, l'information peut également provenir des comptes rendus oraux. Donc, de façon orale. Il est recueilli par le biais, par exemple, de conférences, de réunions, de conversations privées ou de communications téléphoniques. Donc, c'est l'échange oral entre les différents collaborateurs. Également, on trouve aussi les comptes rendus, cette fois-ci écrits. À l'instar des rapports statistiques, ils représentent une source d'information plus lente, mais aussi plus formelle. D'accord? C'est plus formel que l'estimation orale, directe ou indirecte. Donc là, la première étape, donc je mesure ma performance. Pour ce faire, j'aurai besoin d'informations, un ensemble d'informations et bien sûr un ensemble de critères. Par la suite, le manager doit comparer les performances réalisées par rapport aux normes de référence, qui passent par la détermination de ce qu'on appelle une marge de variation, qui représente l'écart acceptable entre les performances mesurées et les normes fixées. Parce qu'en tout cas, toutes les activités peuvent donner lieu à certains écarts. Donc, il faut que je détermine une marge de variation. Ça veut dire cet écart-là qui est acceptable. J'ai, par exemple, réalisé ce mois-ci un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams. Je dirais que le mois prochain, j'ai comme objectif de réaliser 110 000 dirhams de vente, de chiffre d'affaires. Donc, une évolution de 10%. Vers la fin du mois, je vais voir si effectivement j'ai réalisé 110 000. Si oui, c'est bien. Sinon, pourquoi? Mais tu peux pas vraiment être trop précis. Il faut avoir une certaine marge d'acceptabilité ou de variation. C'est-à-dire, je dirais, je veux atteindre les 110 000 dirhams, mais au moins 105 000. Moins de 105 000, là, ça a un problème. Donc, j'aurai 5 000 dirhams d'écart dit acceptable. C'est entre 105 et 110 000 dirhams. Bien. Par la suite, justement, si j'ai pas pu atteindre les 110 000, entre 105 et 110 000, je dois faire appel à une correction des écarts. Donc, mener des actions dites correctives, procéder à la correction. Il y a deux types, en fait. Ça peut être une correction immédiate. Donc, je traite le problème sur le champ. Je rétablis aussitôt un niveau de performance adéquat. Alors là, je détecte que j'ai pas atteint l'objectif de 110 000 ou bien entre 105 et 110. Donc, par exemple, je peux lancer une campagne de promotion pour booster les ventes et là, je peux me rattraper sur l'écart. Sinon, il y a ce qu'on appelle une action corrective de fond. Là, il faut examiner de quelle manière et pour quelles raisons les performances ont dévié et s'attacher ensuite à supprimer la source de cette déviation. Par exemple, là, je remarque que je n'ai pas pu atteindre l'évolution que j'ai voulu de 10% ou de 5% parce que il y a l'arrivée d'un nouveau concurrent qui propose un nouveau produit, par exemple, qui dépasse le nôtre dans des critères, etc. Là, il faut vraiment traiter les choses de fond. Bien. Donc là, je vous ai présenté un schéma qui récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Regardez. D'abord, je fixe les objectifs. Sur la base des objectifs, il y a des normes. Donc, c'est comment je vais atteindre ces objectifs. Première étape du contrôle, on a dit, je compare ce qui a été fait par rapport à ce qui a été fixé. Là, le processus commence. Donc, la première étape, quand je compare, je dis, est-ce que les normes, les objectifs ont été atteints? Si oui, donc je vais rien faire. D'accord? Sinon, donc si oui, je ferai rien. Sinon, je vais voir l'écart. Cet écart-là, est-ce qu'il est acceptable? Donc, j'ai visé 110 000, en fait, finalement, je n'ai atteint que 108 000, donc l'écart, il est acceptable. Si oui, bien évidemment, je vais rien faire. Sinon,
est-ce que déjà l'objectif que je me suis fixé était acceptable? Vous vous rappelez que la phase de planification, nous avons dit que la fixation d'un objectif doit répondre à certains critères. Parmi ces critères, il y a la mesurabilité et le fait qu'il peut être réalisable. Il ne faut pas être quand même trop ambitieux. Je suis dans une crise, face à une crise économique, et là, je vise une augmentation de chiffre d'affaires à 2 chiffres, par exemple. Alors là, si les normes, il n'y a pas de problème avec les objectifs, là, il faut que je cherche la source de cet écart et je corrige. S'il y a un problème carrément avec la fixation d'objectifs, ça veut dire par exemple j'ai pas pris en considération le contexte dans lequel l'entreprise s'inscrit, il faut que je révise ces normes-là. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un processus managérial. D'accord? Donc voilà, c'était un schéma récapitulatif du processus du contrôle. Enfin, on atteint, si vous voulez, la fin de ce chapitre qui portait sur le processus managérial. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous lors d'une séquence dans laquelle nous allons traiter des mini-cas relevant justement de l'activité du manager. Merci pour votre attention.